Drag Race, en fait, n'est pas du tout la représentation du drag. Moi, comme je définis le drag, c'est un art de la transformation de soi et du monde, plus que, on va dire, un type de beauté, un type de performance à atteindre. On a 90% de ces personnes qui vivent d'autre chose que du drag, un tiers qui vivent sous le seuil de pauvreté. Aujourd'hui, le drag est partout, sur scène, à la télé et même à l'ouverture des Jeux Olympiques de 2024. Cette popularité s'explique surtout par l'arrivée de la franchise Drag Race en France en 2022. Diffusée sur France Télévisions, cette réalité met en compétition des drag queens pour un concours pour élire la meilleure queen. Mais que se passe-t-il quand une culture marginalisée, à la base, devient un tel phénomène de société ? C'est la question que pose la journaliste Apolline Bazin dans son dernier livre Drag Fever, Sous les paillettes, toujours la rage. Un essai qui revient sur l'histoire de cet art et sur ses transformations en cours et à venir. Apolline Bazin est avec nous aujourd'hui sur ce plateau pour en parler, accompagnée de la drag queen Soa de Muse, finaliste de la saison 1 de Drag Race France. On s'autorise à penser, c'est tout de suite. Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour Apolline Bazin. Bonjour Lilia. Bonjour Soa de Muse. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Je vais commencer par une première question pour toi Apolline. Tu fais un constat dans ton livre. Tu dis, il y a 10 ans, le drag était loin d'être aussi célèbre et populaire, y compris au sein des publics gays. Elle ressemble à quoi, la scène du drag en France, avant l'arrivée de Drag Race ? Large sujet. Je pense que Soa aura des choses à dire aussi, puisque ça fait une petite décennie qu'elle est là. Ça ressemblait à des shows beaucoup moins ambitieux que maintenant. Ça ressemblait à déjà batailler avec des patrons de bar pour se faire respecter, pour avoir un billet à la fin de sa perf. C'était poser les bases en fait pour une reconnaissance ne serait-ce que communautaire en effet, puisque Drag Race a été lancé aux États-Unis en 2009. C'est lancé sur une chaîne gay cryptée, donc au départ on parle sur un public un peu de niche, puis petit à petit effectivement ça circule à l'international aussi grâce au streaming. Et il y a des viewing parties, des soirées de visionnage en collectif public qui s'organisent. Et c'est comme ça que les choses prennent avec cette version américaine des codes du drag. On pourrait y revenir, le travestissement a une plus longue histoire. On a une scène aussi avec une histoire particulière. Mais ça ressemble à un mix de personnes qui découvrent Drag Race, qui s'essaie à tout un tas de looks, pas forcément aussi cadrés qu'aujourd'hui. On peut avoir des associations de couleurs aussi de l'époque, des 2010 et quelques, du fluo, des wigs plus ou moins bien, des wigs c'est des perruques, voilà, plus ou moins bien brossées. Dans mon livre je parle, j'ai discuté avec Ghost Electra, qui est aujourd'hui une organisatrice d'événements, qui le raconte très très bien aussi, cette manière de, à l'époque c'était très DIY, il y avait beaucoup plus de lâcher prise qu'il n'y en a maintenant, qu'il y a une reconnaissance et donc une forme de sérieux vis-à-vis d'un public tiers, mais aussi vis-à-vis des standards qui se sont créés dans les communautés d'artistes et dans la communauté LGBTQIA. Je sais pas, Soa, toi, comment tu as vécu ces débuts ? Les débuts, moi, je sais que ça a commencé littéralement le drag en France, si je me trompe pas, au Queen, donc avec des noms tels que Cassie Brown, No May. Le Queen, c'est la boîte. Le Queen, c'était la boîte de sur nuit. les Champs-Élysées, exactement. Qui a fermé depuis. Pour ceux qui ne savent pas, le Queen, c'était la boîte aux Champs-Élysées, qui a fermé, je crois. Qui a fermé, ouais. Et il y avait des, Athéna Palace, enfin bref, vraiment des drag queens à l'ancienne qui se débrouillaient pour faire leurs costumes avec vraiment ce qu'elles avaient. Mais il y a eu vraiment cette démocratisation, je sais pas comment on peut dire ça, mais cette ouverture, en tout cas, à Drag Race a permis à donner un peu plus de conscience sur ce que c'était que le drag, et qu'on pouvait se dire, mais le drag, on va pas le voir juste aussi que dans des boîtes de nuit. Donc il a essayé il y a eu un peu ce truc un peu de, tu sais, comme les champignons mycélium, je sais pas comment on appelle ça. Qui ont fait des racines. Ouais, qui ont fait des racines, et ça s'est déplacé partout. Mais oui, effectivement, le drag, il y a plus de 10 ans, c'était vraiment dans des boîtes de nuit, dans les cabarets, c'était là où on nous voyait le plus souvent, ouais. Toi, tu as commencé
commencé à quel âge? Ouf, j'ai commencé à quel âge? Donc j'ai commencé à combien de temps tu veux dire? Exactement. J'ai commencé, donc j'ai commencé à 13, 14 ans, un truc comme ça. J'ai 37, j'ai commencé à 23, calcul, non même pas. Attends, si, ça fait ça. Do the math. Ça fait, yeah, do the math, I'm bad on this shit. Mais ouais, ça fait un petit moment que je fais ça. Mais moi, je suis venu, pas du drag, je suis venu littéralement du milieu du burlesque. Donc j'ai commencé dans des caves, dans des bars aussi, où on était payé aussi un peu au lance-pierre. Mais j'ai commencé comme ça, je suis pas directement allé dans le drag. Je suis allé dans le burlesque, après je me suis dirigé dans la danse contemporaine, je suis allé dans le cabaret, après je suis apparu dans le drag. Mais je faisais déjà de ce qui était l'art un peu subversif, underground et tout ça, c'était un peu dans ce domaine-là. Donc on croisait les drag queens un peu à chaque fois, quoi. Ouais. Et toi, elle ressemblait à quoi ta pratique du drag quand tu l'as commencé? Ma pratique du drag quand j'ai commencé, le drag a toujours été une excuse pour moi pour monter sur scène, parce que monter sur scène pour moi ça l'est toujours, hein, c'est un privilège de monter sur scène, parce que quand tu es éclairé, t'as les lights, tu choisis ta musique, tu choisis ton costume, et les gens sont là indirectement pour voir ce que tu vas raconter, pour écouter, c'est toi qui as le pouvoir un peu de les faire voyager, de les faire partir en vacances d'eux-mêmes. It's something. Ça ressemble à quoi? T'as mis des wigs très vite, des perruques? Non, pas ou du t'étais tout. plus genre Non, body, ouais, moi j'étais plus ces strings, comment on dit ça, strings qui sont un peu gainants, donc du coup je mettais pas de corset, j'avais mes longues tresses, parce que moi je refusais de mettre des perruques, je comprenais pas l'intérêt de la perruque au début, mais parce que moi mon drag c'était aussi une question aussi par rapport au genre, il y a eu tout ce questionnement là avant de savoir en fait comment je pouvais me définir moi, il y avait beaucoup de questionnements dans mon genre, en tout cas ça me concerne moi, donc mon drag a pris du temps à avoir aussi une sorte de conscience, on va dire visuelle, ça a pris du temps, et c'est aussi de l'argent en fait, on va pas se mentir. Se faire des costumes, ça coûte cher. Ça coûte grave cher. Une perruque, c'est cher. Un costume, c'est cher aussi. Donc ouais, c'est en prenant un peu de l'échelon et aussi en ayant un peu plus de visibilité que là, j'ai aussi un peu plus d'argent, à pas se mentir. Et ça m'a permis après de monter un peu plus le truc dans les costumes. Mais au début, j'avais rien. Et je me débrouillais pour en tout cas monter sur scène. Ça prouvait aussi que c'est pas parce que t'as des gros costumes que tu déchires sur scène, et c'est pas parce que t'as pas des gros costumes que tu peux pas déchirer sur scène. Ça, c'est faux. C'est à partir du moment où t'es décidé, ton premier pas sur scène, il va définir comment ton show il va se passer, et si t'as conscience aussi de tout ce qui t'entoure, quoi. Ouais, je vois comme ça. C'est intéressant parce que tu dis que tu as commencé par le burlesque, et ce qui est assez bien expliqué dans le livre, c'est cette tradition qu'on a en France du cabaret et du burlesque. Si tu peux nous en parler un petit peu, Apolline. Ouais, bien sûr. Et puis c'est aussi, toi, ça a été une étape aussi dans ta carrière. Alors effectivement, avant qu'on parle de drague, qui du coup, un peu comme des termes qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, queer, qui est c'est une adaptation, on hérite d'un terme anglais, avec aussi toute une histoire américaine, anglaise, qu'on adapte quand on le réceptionne, on le reçoit avec un peu déjà, on va dire, des couches d'interprétation, de conflits un vécu qui a pu y avoir autour de ce mot. Donc, drag aussi, pour le dire un peu rapidement, c'est, il y a un verbe en anglais qui dit to drag, c'est les longues traînes qui traînent, qui se roulent sur le sol des comédiens travestis à une certaine époque, mais aussi à l'époque où on a commencé à avoir les premiers bals travestis aux États-Unis, et où on a commencé à avoir des communautés en fait qui se formaient autour du travestissement, autour de l'expression d'une féminité queer, d'hommes gays ou de personnes trans. Donc ça, c'est une première petite précision, parce que après, quand nous on le reçoit en France, pour moi on le reçoit avec déjà effectivement cette idée associée à la pop culture, vraiment associée avec les combats de la communauté, avec l'idée de pop et une certaine vision déjà esthétique quand même, hein. Il y a déjà quelque chose qui se joue, parce que RuPaul, la personne qui a créé Drag Race, a commencé dans les années 90. Effectivement, Soham mentionnait le Queen. Le Queen, c'est une boîte qui a eu une première belle époque dans les années aussi 90, il me semble. Et il y a eu un premier mouvement en fait de visibilité dans la pop culture du drag, avec les débuts de la carrière de RuPaul, mais aussi d'autres personnes, la sortie de plein de films. Donc, je finis mon petit détour. En français, en France, on a longtemps parlé plutôt de travestissement, de travesti, de transformisme. Alors, tous ces termes et toutes ces pratiques qu'on peut ranger dans la très grande famille du travestissement et des différentes manières de créer un personnage existent toujours.
Le drag est aujourd'hui effectivement la forme la plus connue, liée à une émission, à un contexte américain et tout, mais il cohabite avec plein d'autres facettes. Le travestissement, on peut en trouver dans le théâtre, dans Shakespeare, le théâtre antique, tout simplement parce que les femmes n'avaient pas le droit de monter sur scène. Le transformisme, c'est un peu plus récent et c'est lié à vraiment l'émergence du star system, des stars. C'est on va reproduire, incarner, rendre hommage à une célébrité en performant ses mimiques, ses chansons, son look iconique. Et ça, c'est par exemple le cabaret chez Michou, qui est juste en face d'une institution du cabaret français, Madame Arthur. Et le cabaret, qu'est-ce qu'il a de différent, du coup, pour y venir? On peut y voir de transformisme dans certains, mais le cabaret, c'est surtout une histoire de la chanson. En France, de l'écriture, de la réécriture, du jeu avec le public, de la confrontation avec le public parfois. Et ça, c'est pas forcément des normes de genre qui sont aussi fermées que dans le drag du circuit Drag Race. Ça peut être, on peut jouer sur le trouble, sur le fait de voir que la personne qui est sur scène, est en civil, un homme, et se prend plaisir à être travesti, mais ne veut pas reproduire l'illusion d'incarner, d'être une femme. Il y a tout un jeu comme ça autour de la figure de ce qu'on appelle, de ce qui est une insulte, ne l'utilisez pas chez vous ou n'importe comment, du travelo, mais qui est un jeu pour les personnes concernées qui, par exemple, ont vécu de l'homophobie ou vivent toujours de l'homophobie au quotidien. Il y a des formes, des performances du genre qui sont un peu plus larges dans le monde du cabaret et qui aiment bien jouer sur le trouble, là où dans le drag, on aime bien la poupée Barbie. En gros, si je résume les choses très grossièrement, je ne sais pas si tu veux ajouter des choses. On va dire que dans le cabaret, on appelle surtout aussi les créatures du cabaret. Quand tu dis que tu fais du cabaret, tu es soit artiste de cabaret ou soit tu es une créature. Okay. Donc en fait, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas un genre prédéfini. Il y a justement un trouble beaucoup plus assumé dans l'histoire, en tout cas, du cabaret. Et c'est pour ça que le drag... avec Drag Race, c'est apparu aux États-Unis, mais nous, effectivement, comme tu l'as dit, nous, ça sort littéralement du cabaret, du travestissement, etc. On a aussi William Dorsey Swann aux États-Unis, qui était The Legend, parce qu'on parle pas beaucoup de William Dorsey Swann, qui était premier artiste drag noir à se prétendre, en fait, à dire je suis la reine des drag queens, parce qu'il avait justement trop de traînes et trop de traînes dans ses robes et qu'il était toujours obligé de ramener sa traîne vers lui. Donc William Dorsey Swann a été le premier, on n'en parle pas souvent, mais c'est important d'en parler. Et voilà, ensuite, effectivement, dans Drag Race, et je précise RuPaul Drag Race, ça vient d'une personne qui a découvert le drag dans les années 80 en commençant déjà, en se travestissant déjà, parce qu'il était fasciné un peu par les prostituées qu'il voyait à New York, aux States et tout. Il a dit « Ah ouais, moi, je vais avoir ce style-là ». RuPaul, c'est littéralement au début un chanteur, chanteuse, I don't know comment on peut le définir, mais... RuPaul qui est l'animateur et le producteur de Drag Race, la télé-réalité qu'on retrouve aussi en France. C'était quelqu'un qui faisait du punk, c'était un chanteur de punk. Et au fur et à mesure, a joué justement avec ces codes du genre, l'idée de la prostituée un peu aux États-Unis, essayer de se travestir dans ça. Et s'est rendu compte en plus que premièrement, il se sentait joli. Deuxièmement, il avait plus de gigs. Les gigs, c'est propositions de show. Désolé pour ceux qui ne savent pas. Use Google. Utilisez Google, ça va pas vous faire du mal. mais du coup, en fait, si tu veux, il s'est rendu compte qu'il a eu une proposition avec MAC, qui est une marque de make-up, de maquillage, et ça l'a permis ensuite, ça l'a donné vraiment un boost et a sorti cette première saison de Drag Race, RuPaul Drag Race Season 1, donc la première saison, qui est littéralement une parodie de American Next Top Model de Tyra Banks. American Next Model, c'est une émission de télé-réalité où on cherche un peu la meilleure top modèle, la meilleure mannequin, et qui est accusée, surtout quand on regarde cette émission avec le recul, de grossophobie, de sexisme et tutti quanti, quoi. Exactement, et je pense que c'est ça que RuPaul a essayé de s'approprier, a fait une parodie, mais avec des drag queens, et tout aussi différentes les unes que les autres. Je pense qu'au début, il l'a fait un peu pour le fun. Ah ouais. Il faisait déjà des petites émissions, des petites capsules comiques, etc. A lancé cette première saison et s'est rendu compte que là, en fait, les gens étaient... mais nous n'avions jamais ça, un concours de drag queen. Et en fait, il s'est rendu compte que premièrement, il y avait de l'argent qui tournait autour de ça, le capitalisme.
n'est-ce pas? Mais il s'est dit aussi, je pense, là, je tiens un truc que personne n'a. Et je pense que c'est là où, du coup, la machine de Drag Race est partie, on va dire ça comme ça. Voilà, tu me fais une transition toute trouvée après avoir remis un peu les termes et le contexte historique. On va pouvoir parler de l'arrivée de Drag Race à la télévision française en 2022. Apolline, tu résumes en une phrase un peu l'esprit de l'émission dans ton livre. Drag Race est à la fois un espace de liberté et de conditionnement. Pourquoi ? Parce que, alors comme vient de le raconter Soa, et comme en fait le parcours de RuPaul lui-même le raconte, le drag c'est un vaste domaine de possibilités. C'est plus une manière d'envisager de l'art, d'envisager la création d'un personnage. Moi, comme je définis le drag, c'est un art de la transformation de soi et du monde, plus que, on va dire, un type de beauté, un type de performance à atteindre. Et aujourd'hui, c'est vraiment particulièrement important d'insister sur cette définition parce que, effectivement, la puissance médiatique de Drag Race peut un peu, justement, étouffer parce que on sélectionne certains visages, parce que on est dans un format contraint qui est celui de la télé-réalité. Nous, on est sur le service public en France, donc il y a un enjeu, il y a moins de présence de marque, mais quand même. Donc, il y a vraiment un enjeu à vraiment rappeler que Drag Race, c'est la partie divertissement émergé d'un ensemble beaucoup plus vaste qui est une culture, avec une histoire, avec ses conflictualités, ses générations, avec ses références. Fin de cette première parenthèse avant de répondre à ta question. Pourquoi c'est un espace donc, de liberté et de conditionnement ? Parce qu'on voit des artistes qui sont exceptionnels dans leur recherche, dans leur générosité et dans ce qu'elles arrivent à nous donner. Vraiment, on voit des personnes qui, comme Soa, sont arrivées avec des années de parcours derrière et ont des propositions artistiques qu'on ne voit pas dans le reste du paysage culturel et médiatique parce qu'il y a très peu de personnes et de places pour les artistes LGBT en France. Il y a des choses qui ont bougé ces dernières années, mais rien n'est jamais acquis. Après, de conditionnement, parce que justement, cette émission, elle a un historique, elle a des objectifs. Dans le cadre français, on est sur le service public et c'est assez assumé dans le discours, c'est-à-dire on fait quelque chose qui rassemble le plus large. Donc on est dans une visibilité qui est à la fois où on a un divertissement et la diffusion d'une forme d'art qui est issue de personnes gays, trans, queer, non-binaires, mais en même temps on doit faire avec un grand public qui ne connaît pas forcément les termes, mais qui a aussi en fait des représentations de ce que ça peut être justement la communauté, les communautés LGBT, la queerness. Il y a un enjeu de pédagogie, ça on ne peut pas en vouloir aux gens de ne pas savoir, et ça c'est les bienfaits de l'émission d'amener une pédagogie à grande échelle. En revanche, cette question du regard, on va dire, cisgenre hétérosexuel, cisgenre, c'est qui correspond au genre qu'on nous a attribué à la naissance, ça amène aussi une forme d'autocensure. Et il y a un enjeu autour de qu'est-ce qu'on montre, justement, des communautés. Qu'est-ce qu'on assume de partager au grand public ? Qu'est-ce qui ne doit, au contraire, pas trop être montré ? Qu'est-ce que ça veut dire de représenter aussi des artistes issus de publics qui sont discriminés historiquement et donc où on retrouve des marginalités économiques, des fragilités en termes de santé et tout un tas de fragilités en fait structurelles. Est-ce que ça, on peut le montrer ? Et si on montre ça, est-ce qu'on va montrer des personnes qui ont uniquement envie de divertir ou est-ce que c'est des personnes aussi qui sont en colère, qui sont un peu crazy, un peu folles ? Et donc voilà, il y a quelque chose qui se joue à cet ordre-là et ça c'est un peu pour la partie visibilité politique. Mais après il y a aussi le conditionnement, donc simplement le type de performance qui peut être présenté. Parce que Drag Race a une histoire et Drag Race valorise par exemple énormément la danse. Là où nous, effectivement, on va avoir une histoire du cabaret, où il peut y avoir de la danse, mais c'est pas la danse au sens américain, dans ce que les États-Unis peuvent attendre. Il peut y avoir aussi tout simplement, une attente particulière. Sur la comédie, ça c'est toujours bien, ça peut mettre tout le monde d'accord. Mais par exemple, il y a une surimportance, une surprésence de ce qu'est le lip sync, la synchronisation labiale, dont Soa parle très très bien parce que c'est une reine en la matière. Mais Soa est aussi quelqu'un qui chante, donc peut-être un peu un double regard là-dessus. Mais en fait, lip sync, du coup,
c'est cette art où en fait on mime, on fait du playback. Exactement. C'est le Résumé grossièrement. Ouais, c'est ça. À son max. Résumé grossièrement. Playback plus comedy. Vraiment, Ouais, c'est vraiment, ouais. poussé à son max. Et c'est vraiment... alors, c'est pratique parce que c'est une forme voilà, que tout à chacun peut s'approprier avec beaucoup de travail. Mais c'est quasiment maintenant pensé comme la forme par excellence du drag, alors qu'il y a plein d'autres possibilités. Soa, toi, comment est-ce que tu l'as vécu cette expérience? Tu as été membre de la première saison, je l'ai dit, et tu es même arrivé en finale. Est-ce que toi aussi tu l'as vécu comme un espace à la fois de liberté, de conditionnement? Ça a été quoi ton rapport à Drag Race? Ah, ça a été quoi mon rapport à Drag Race? Comment je pourrais te dire ça? J'ai vite senti que ma vision en tout cas du drag, moi je me suis définie, non, c'est vrai, je me suis senti définir en tant que drag queen en faisant Drag Race. Moi je faisais littéralement du cabaret. Donc quand on m'a contacté justement pour faire Drag Race, sinon je n'aurais jamais prétendu passer le casting. Je m'étais dit, moi je suis créature de cabaret, mais en même temps le cabaret pour moi fait partie de l'histoire du drag en France, donc je suis totalement légitime d'aller dans ce truc-là, mais jamais j'aurais pensé passer le casting. C'est quand ils m'ont contacté en me disant, est-ce que tu serais intéressé pour passer le casting, que là je me suis dit déjà, premièrement une chaîne de télé ou un truc comme ça qui t'appelle pour dire si tu es intéressé pour un truc. Ça veut dire que tu devrais passer le casting quand même. Donc là, je me suis dit pourquoi pas. Mais comment je me suis senti? Ça a été un roller coaster. Il y a eu plein de choses qui sont passées dans ma vie, plein d'ouvertures, plein de visibilité, mais en même temps, il y a aussi un retour à la réalité qui n'a pas été facile. C'est intéressant, on va en parler de ça. Ouais. Et ça, il faut pas l'oublier, cette surexposition justement. Première saison, ça veut dire beaucoup de choses. On a été un peu la saison test qui a permis aussi à d'autres saisons d'exister et à pouvoir aussi peut-être un peu ouvrir un peu le champ du drag dans certaines villes ou dans certaines familles, dans certaines maisons où c'était pas possible d'imaginer qu'il y avait un concours de drag queen. On ne savait même pas ce que c'était qu'une drag queen, à part si on était basé que par rapport à la cage aux folles, etc. Voilà, ça s'est limité quand même. Ouais. Donc du coup, non, moi je l'ai vécu d'une manière un peu... je suis parti dans une vague. Je sais pas si j'avais bon surf, je vais te le dire comme ça. Mais après, voilà, j'ai essayé de surfer, ça m'a permis de faire plein de choses dans ma vie, et voilà. Mais est-ce que c'était facile? Bien sûr que non, c'est pas facile. Et pendant l'émission, tu t'es quand même senti assez libre de faire ce que tu avais envie de faire? Ou tu avais l'impression qu'il y avait une forme de conditionnement ou une volonté de te faire rentrer dans un moule? Je sais pas si c'est très bien dit. Je vais pas te dire conditionnement. Ils vont pas être derrière toi. Non, t'as pas le droit de faire ça. Ça existe pas. Ils vont pas faire ça. De toute façon, on est en France. Il y a le droit du travail, tu vois. Mais c'est une vraie conversation. Est-ce que je me suis senti libre? C'est dur de me mettre en cage, franchement. Okay. J'ai un peu d'un passé peut-être colonial. Oui, il faut pas que l'idée que tu essaies de me mettre dans un circuit ou dans une vision, dans un système, un périmètre, je vais toujours faire en sorte de le bousculer. Et je pense qu'ils l'ont très vite compris. Ouais. Donc, non, oui, il y avait un peu des règles, mais j'étais un peu en mode, alors là, les règles, chérie, c'est pas avec moi que ça va trop marcher, quoi. Mais c'est aussi une question de personnalité, comment on visualise beaucoup de personnes aujourd'hui, critiques ou pas, on voit une certaine manière. Drag Race, en fait, n'est pas du tout la représentation du drag. C'est juste une exposition, ça expose un certain type, mais c'est pas du tout la représentation globale du drag français, pas du tout. Il y a une citation que j'ai trouvée assez intéressante dans ton livre, Apolline. Tu dis « Le spectre de la Parisienne idéale, grande, mince, bourgeoise, valide, plutôt blanche, n'est mine de rien pas si loin des canons valorisés par Drag Race France ». Comment est-ce que Drag Race impose des nouvelles formes et des nouvelles normes de beauté? Alors, des nouvelles formes, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Moi, l'enjeu, c'était un peu plus de dire, OK, parce qu'il y a tout un discours, et moi-même, en tant que... C'est mon deuxième livre sur le drag, j'ai été amenée à, OK, pareil, expliquer un certain nombre de choses. Et il est clair que la beauté qu'on peut voir, les standards de maquillage sont exagérés, donc on n'est pas dans une reproduction classique des codes hétéronormés. En revanche, l'enjeu, c'était aussi d'aller un petit peu dans la complexité, à l'endroit de, OK, à quel point c'est vraiment subversif, la beauté qui est représentée par, en plus, a fortiori, le drag de Drag Race. Et pour compléter un peu ce que je disais juste avant, en fait, il y a une drag queen anglaise qui le résume très, très, très bien, qui s'appelle Cheddar Gorgeous. En fait, la société prend du drag ce qu'elle veut, ce qu'elle célèbre déjà, en fait. La beauté, la minceur, la jeunesse.
Donc, c'est pour ça que sur le conditionnement, Drag Race, c'est sur une ligne de crête, en fait, entre ce qui est économiquement viable et donc rassemble un large public et ce qui peut, au contraire, être défricheur, être déstabilisant pour le grand public, mais aussi pour la communauté, les communautés queer. Pourquoi j'ai voulu poser ça ? Parce que oui, je crois que toutes les franchises de Drag Race, en fait, puisque c'est vraiment un empire, il y a une version de Drag Race en Angleterre, ou en Espagne, en Brésil, enfin partout. À chaque fois, il y a un jeu sur les codes nationaux. Vraiment, Drag Race France n'a pas le monopole du tout là-dessus. En revanche, effectivement, nous, le fait que la Tour Eiffel soit aussi présente, la diffusion sur France Télévisions aussi peut-être a joué là-dessus. Voilà, Soa confirme littéralement. Ça joue aussi là-dessus, ouais. Puis ça permet un peu de raccrocher les wagons justement avec un public qui ne connaît pas. Pour moi, ça pose un problème parce que ça veut dire que ça pose un... Ça mérite d'être critiqué, pas forcément en disant que ce sont des mauvais choix pour commencer à installer cette émission qui prend une place qui n'existait absolument pas. Mais il faut être exigeant sur une suite parce qu'en fait, on ne peut pas juste accepter des personnes qui, de fait, existent parce qu'elles rentrent dans un cadre national qui lui-même est déjà, en fait, extrêmement oppressant. Pendant longtemps, l'État a criminalisé les vies des personnes LGBT. Des personnes racisées aussi également continuent de le faire. Donc il y a un enjeu à pas non plus trop embrasser la cage sans réfléchir à ce que ça peut vouloir dire de rentrer dans le récit national, surtout dans le moment politique qu'on vit. Et l'accent mis sur la mode dans Drag Race nous bénéficie en tant que spectateurs, on voit des choses incroyables et vraiment on voit à rebours de là où sont énormément de grandes maisons aujourd'hui qui font quasiment de la fast fashion de luxe, on voit du vrai artisanat. Il y a un travail énormissime derrière tout ça et ça c'est essentiel de pouvoir le mettre en avant. En revanche, le fait que la franchise française se brande autant comme se market, autant comme l'excellence à la française par la mode, l'excellence ceci, l'excellence cela, ça revient ça pose un problème du point de vue de cette question de l'intégration d'un certain récit national, d'une certaine image de la France. Et aussi, quand on parlait tout à l'heure du conditionnement et d'où va le drag, ça pose un standard financier de participation à cette émission, d'attente. Oui, tu t'évoques des montants assez délirants dans ton livre. Exactement, de combien ça coûte. De participer à l'émission américaine, on est vraiment dans des sphères, c'est délirant. Et, Soa pourra nous en dire quelque chose, mais en fait, même sur la saison 2, on a eu des chiffres grâce à un article du Parisien. Mami Wata a commencé avec un découvert de moins 300 € et a été quand même très critiqué pour certains looks très DIY dans cette saison-là. Après, elle a pris sa revanche, une très belle revanche. Mais à côté, on avait effectivement Cookie Kunti, qui est une des pionnières de la scène parisienne, qui a dépensé, j'hésite entre 20 et 30, je sais plus, c'est entre 20 et 30 000, 20 ou 30 000 euros. Ouais, dans cette fourchette-là. Oui, c'est, la réponse est dans le livre, je vais l'ouvrir. Donc, il y a le standard financier, il y a la question de quelle image de la France on véhicule. Et une contradiction entre le fait de tenir un discours sur la bienveillance, l'ouverture, le fait que le queer, c'est pas comme, une émission queer n'est pas sous-entendu prise dans les mêmes contradictions et normes que le reste de la société, et en même temps de valoriser quand même, au final, les silhouettes fines, certaines formes de bourgeoisie, effectivement. Soa, est-ce que tu veux rebondir sur cette question de la standardisation de la beauté par Drag Race ? Alors, je sais pas si c'est vraiment Drag Race qui standardise la beauté. On est quand même ça a été quand même pris par une chaîne qui est France Télévisions. Il y a un cadre, c'est pour ça que moi je précise, RuPaul Drag Race, donc Drag Race est parti à partir de RuPaul, qui avait sa vision du drag, qui ne résume pas du tout ce qu'est la vraie histoire du drag. C'est comme si, par exemple, on va parler du voguing, par exemple, sur France Télévisions, avec Vinnie Revlon, etc. Donc on va essayer de te montrer le plus possible ce qui est que le voguing. Si vous savez pas ce que c'est que le voguing, une danse urbaine, enfin bref, Legend,
work. Et en fait, on va essayer de montrer le plus, mais on peut pas montrer, je pense, toute la diversité, justement, du voguing, parce que déjà, même avant qu'on se dise, est-ce que Drag Race standardise la beauté, est-ce que les médias, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils montrent, quelles sont les personnes qui sont mises le plus en avant? Drag Race France n'est un peu la représentation de ce qui se passe, on essaie de montrer le plus possible de diversité, ils essayent, hein, mais je pense que si on voulait représenter vraiment le milieu du drag, ce serait pas juste avec une saison de 8 épisodes. Déjà. Et tu vas pas prendre juste 12 artistes qui font du drag. À ce moment-là, t'en prends une trentaine. Et tu expliques le drag king, les drag queer, les drag queens, etc. Enfin, tu montres toute la spécificité du drag, mais tu peux pas. C'était déjà pour moi assez ambitieux. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Hein. Je défends pas. C'est pas que je défends ou pas, mais c'est juste que moi, au début, quand j'étais face à Drag Race, j'étais un peu dans ce truc où j'avais beaucoup de visions. Où je disais, mais en fait, vous représentez pas vraiment l'histoire du drag et tout. Et après, je me suis dit, mais j'attends pas en fait que vous représentiez quoi que ce soit. Vous essayez de montrer ce que vous avez ou ce que vous avez envie de montrer, mais ce n'est pas une émission sur une chaîne de télévision où je vais me sentir, où je dois me dire, je me sens représenté parce que dans cette chaîne de télévision ou dans cette émission-là, on a ne serait-ce que la représentation. Je pense que c'est aussi l'idée c'est une émission d'entertainment, donc un peu de fun, etc., où ils essayent de montrer un peu plus, mais c'est là où moi j'essaye de dire, même pour personnes qui se lancent dans le drag ou aux personnes qui ont des attentes en se disant, moi je vais faire du drag, et du coup je pense qu'il faut prendre de la distance avec Drag Race. Si tu veux vraiment te lancer dans le drag, ou si le drag t'intéresse, avant Drag Race, il y avait plein de choses. On peut s'intéresser par exemple à des icônes, en tout cas par exemple du cabaret, je pense à Fétiche, je pense à Coccinelle, enfin bref, si on veut se baser en tout cas sur l'histoire... J'aurais dit du cabaret et ensuite qui a évolué sur le drag mais qui est totalement connecté. Pour représenter le drag dans sa multiplicité, à ce moment-là, il faudrait une autre émission mais qui s'appelle pas forcément Drag Race. Qui n'est pas forcément une compétition. Ouais, aussi. Exactement, que ce soit pas une compétition, Ouais. Ça peut être aussi un partage, je sais pas, un sort de workshop géant de 5 épisodes ou une dizaine d'épisodes avec différents types de drag. Il y a une sorte de pédagogie autour de ça. Si je peux rebondir, effectivement, je pense qu'il y a des endroits où, effectivement, les critiques que je formule, elles sont justifiées dans le sens où elles sont sourcées et tout, basées parce qu'elles sont nécessaires. En revanche, moi, ma position sur l'émission et ce qu'on peut en attendre, elle est assez claire dans le sens où c'est une émission de divertissement qui arrive dans un contexte où il n'y a jamais rien eu dans le paysage audiovisuel français. L'Arcom ne compte même pas la question de est-ce qu'on montre des personnes LGBT dans les productions à l'écran en France, ça n'existe même pas. Donc ça dit les attentes en fait qui pèsent aujourd'hui sur Drag Race, et il y en a beaucoup et elles sont pas forcément bien adressées par le public, elles sont là parce que il y avait rien avant, parce qu'il y a une absence, une maltraitance des sous-cultures et a fortiori des sous-cultures LGBT. En France, mais pas que. C'est un problème un peu plus global. En revanche, on est quand même... Et dans l'émission, vous le dites très bien, toi, Paloma, dans le documentaire qui a été fait sur la première saison, il y avait vraiment une crainte sur la réception de cette émission. Parce que la France, c'est quand même la France de la Manif pour tous, en fait. Et la Manif pour tous, c'était il n'y a pas si longtemps. Et la Manif pour tous a été la matrice des mouvements réactionnaires qu'on voit aujourd'hui. Donc, les inquiétudes, elles étaient légitimes. Le divertissement, on peut lui demander de produire un bon spectacle, de produire quelque chose de bien, de ne pas avoir un discours trop autosatisfait. Moi, c'est sur ça que j'ai envie de mettre l'accent. Après, il faut l'apprécier pour ce que c'est. C'est vraiment ça la solution, et c'est important de le rappeler parce que, c'est ma position en tout cas à l'heure actuelle, et c'est important de le rappeler parce que on parle beaucoup de l'aspect positif du phénomène, mais il y a aussi quand même très tôt un problème de cyberharcèlement qui est arrivé avec cette émission. Ça. Et oui, et pareil, encore une fois, soit on a fait les frais, d'autres personnes en ont fait les frais. Ouais, ça c'est violent. Donc, et c'est du harcèlement qui vient de publics pas forcément formés, c'est aussi du harcèlement intracommunautaire, malheureusement. Donc, cette partie-là du succès, elle renvoie un reflet pas forcément très gracieux au public qui, aujourd'hui, est supposé porter le plus ce genre d'émission.
Est-ce que tu veux évoquer ton cyberharcèlement rapidement? En fait, je pense qu'on a aussi dans la communauté queer, le seul point que moi je dirais qu'il faut faire attention, c'est ne pas reproduire le même système oppressif qu'on a subi. Et c'est moi ce que j'ai senti en tout cas quand quand on n'est pas d'accord avec ce que tu dis. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit quelque chose qui a été un peu pris d'un endroit pour être placé dans cet endroit-là, bref, et je me suis un peu fait taper sur les doigts parce que les gens n'étaient peut-être pas d'accord avec ce que je disais, sans forcément savoir qu'est-ce que je voulais dire. Non, voilà, donc on m'a essayé de me mettre plein de statues, plein d'épées de Damoclès sur moi en me disant que j'avais le jugement dernier sur moi, et j'ai pris du temps à comprendre que ce que les gens voient sur les réseaux, c'est leur vision. Il y a quelque chose aussi d'effet miroir, comment tu réagis dans certaines situations. Donc moi, que j'ai dit un truc qui peut te faire t'exprimer, du coup, ta seule manière justement d'exprimer ton mécontentement c'est de dire quelque chose de négatif sur Internet. Libre à toi. Est-ce que c'est la meilleure manière? Non. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut pas qu'on reproduise le même système, parce que nous, on subit déjà de l'oppression. Donc si dans la communauté queer, comme tu as dit, comment tu as dit ça? Intracommunautaire, merci. Si on reproduit la même chose, c'est là où c'est questionnable. Et oui, non, c'était pas très fun, non. On va maintenant parler de l'impact qu'a eu Drag Race après avoir parlé de Drag Race en tant que tel. L'impact qu'a eu Drag Race, c'est une explosion de visibilité. Qu'est-ce que ça change, Soa, dans ton quotidien d'artiste, dans ton travail, dans tes publics, cette nouvelle visibilité? Déjà, ça faisait un petit peu un bail que j'étais un peu dans le milieu, en tout cas de l'artistique, de la performance, mais ça m'a apporté la visibilité, ça m'a apporté des privilèges. En vrai, de connaître telle personne qui connaît, je sais pas, une salle de répète et tout, faire croquer aussi les potes qui veulent aussi se lancer ou sortir leur prochaine soirée, etc. Donc non, ça m'a permis justement d'avoir des accès que je n'avais pas avant. Et c'est comment aussi se servir un peu du système, parce que tu rentres dans un système. À partir du moment où je suis plus, il y en a qui m'ont connu soit avant Drag Race, soit après Drag Race. Il y en a qui vont avoir peut-être des clichés quand ils vont me voir, parce que l'émission a montré ce qu'ils avaient envie de montrer. Peut-être que moi aussi j'avais un caractère un peu plus excité, on va dire ça comme ça. Donc non, c'est vraiment l'idée du privilège, des rencontres, parce que moi j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc on s'est rencontrés aussi un peu grâce à ça. Donc j'ai rencontré Virginie Despentes aussi. Ça a permis de connecter plein de choses et de pouvoir aussi me dire je vais sortir mon spectacle, je vais sortir un solo, je vais produire des trucs, parce que je commence à connaître des gens, et puis aussi faire croquer aussi des jeunes artistes qui veulent se lancer aussi. Donc c'est une visibilité qui est pas négligeable, mais il faut savoir s'en servir, parce que ça, déjà, premièrement, ça dure pas longtemps, et deuxièmement, faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes, je parle peut-être en ma connaissance, on sort de Drag Race, on se dit bon, allez, c'est bon, ça arrive là. On m'appelait et tout. Non, il faut enrichir le truc, il faut essayer de faire des choses pour moi importantes. Il faut peut-être aussi, après, c'est ce que je fais moi, mais aussi avoir un petit message politique, être un peu plus engagé, faire un peu plus de jeu de conscience avec le public qui te suit, pas juste, et no judging, pas juste dire, moi je fais ma soirée où je sors tel make-up, où il y a que ci ou que ça. Non, je pense qu'il faut essayer d'avoir un discours qui est large pour permettre aussi de sensibiliser un public qui, premièrement, ne nous connaît pas, mais dire, mais en fait, elle pense ça aussi. Aussi, moi je cherchais, on parle de tel sujet, ça me permet aussi de me sensibiliser. Je pense qu'il y a une responsabilité de sensibilisation qu'on doit avoir en sortant de tout ça. Ouais. Si je t'ai posé aussi la question des publics, c'est parce qu'on voit arriver un nouveau public avec Drag Race, un public plus large, souvent hétéro, qui consomme donc de plus en plus ces contenus. Qu'est-ce que ça change concrètement pour toi, l'arrivée de ces publics-là? Ils sont partout. Ils étaient déjà là. Ils sont partout. Ils ont déjà... Non, mais non, tant mieux, en fait, si ça leur permet de leur... puis ça permet aussi d'avoir un public un peu plus différent. Mais je me dis, heureusement qu'ils découvrent ça, quoi. Le drag, il a été créé, on va dire, dans un milieu plus LGBTQIA+, plus queer. Mais le drag, il est plaçable partout. Et avec le drag, tu peux tout faire. Quand je te dis tout ce qui est artistique, tu peux le faire avec le drag. Parce que le drag, c'est littéralement une assiette vide. Donc, je pense qu'il y a aussi ce jeu de sensibilisation qui peut être aussi intéressant, justement, pour un public straight, hétéro, donc, qui n'y connaît rien, mais qui, au fur et à mesure, s'intéresse un petit peu à ce milieu-là, tu vois. Après, tranquille. Enfin, c'est ce que si je pourrais dire ça aux hétéros qui viennent voir des shows drag. Bienvenue, welcome. Mais par contre, vous n'êtes pas chez vous.
Donc, faites pas comme si, parce qu'il y en a des fois certains ou certaines qui se permettent des trucs. Non, non, non. C'est comme si tu allais voir un spectacle ou un one-woman show, un one-man show. Tu vas voir justement des artistes, mais respecte-les. T'es pas obligé de les toucher, t'as capté. Tu vois, l'idée du consentement. Tu vois, on reste autour de ça, respecter les artistes. Mais c'est pas parce que vous entrez dans un endroit et que c'est queer, donc on est super ouvert d'esprit. Oui, on est ouvert d'esprit, mais vous êtes pas chez vous, donc restez sage. C'est ce que je pourrais dire. J'espère que le message est passé. Je pense aussi. Oui, je peux. Qu'est-ce que je peux dire après ça? Effectivement, moi, je me suis arrêtée sur cette question dans le chapitre 4 du livre, mais en essayant aussi de la contextualiser au-delà du drag, parce qu'en fait, c'est un enjeu de la visibilité qu'a le drag aujourd'hui. Elle s'inscrit dans un mouvement un peu plus global sur 10 ans. On a eu une explosion de séries, de productions, d'artistes aussi. LGBT qui ont atteint des stades de notoriété qu'on n'avait jamais vus avant. Et dans la visibilisation du drag, Netflix a joué un grand rôle. C'est aussi Netflix qui a produit un certain nombre de séries qui ont, pas changé la donne, mais ont créé un événement à un moment donné. Et en fait, il y a eu une diffusion très, très, très forte de choses qui sont alors plus ou moins comprises entre... c'est toujours ça, quand on est au contact d'une culture qu'on ne connaît pas et qu'on réceptionne sans forcément peut-être connaître des personnes de cette culture, de cette communauté. En théorie, la règle, c'est qu'on ne peut pas récupérer des éléments, par exemple, esthétiques, si on ne connaît pas le background, le vécu, si on n'a pas des gestes de solidarité. C'est valable pour l'appropriation culturelle dans un contexte antiraciste, mais aussi c'est valable pour tout ce qui concerne des esthétiques qu'on va dire queer. Et ça, effectivement, je me suis basée, le youtubeur vulgarisateur en sciences sociales, Grégoire Sanson, a fait une très bonne vidéo qui s'appelle Pourquoi Squeezie a un look queer et est-ce que voilà, ça veut dire que tout le monde est déconstruit. Voilà, exactement. Qui est un peu un cliché parce que voilà, ça peut aussi mettre du vernis sur les ongles, commencer à changer son look. Ça peut être vraiment des signes aussi de commencer à avoir un parcours sur soi, sur sa transition, un truc vraiment, vraiment profond. Donc, il ne faut jamais s'arrêter à uniquement des questions de surface. Néanmoins, et c'est tout l'enjeu, en fait, c'est un enjeu très ancien de comment on fait pour diffuser une culture qui a été marginalisée, mais pas que, une culture qui peut-être est issue d'un certain public, qui est portée par des personnes qui n'ont pas les mêmes opportunités dans le reste de la société. Comment on fait pour que la culture grandisse sans que ces personnes soient dépossédées? C'est vraiment le même enjeu dans les publics qui ont porté la techno, les personnes qui ont porté le rap, les personnes qui portent le voguing, parce que pareil, le voguing, la ballroom, il y a un enjeu de diffusion qui pose... qui est fou. Qui est vraiment structurel. Donc c'est des enjeux... le drag est confronté à des enjeux qui sont de toute façon structurels. Et avec en plus là la dimension de en fait, tu produis des spectacles, donc il y a des espaces où, selon les endroits où le spectacle a lieu, les règles ne sont pas les mêmes. Quand on produit quand on fait un show dans un bar queer, quand on va à la Mutinerie, des choses comme ça, le cadre est quand même assez clair. Et là, effectivement, le principal bar exactement, queer lesbien à Paris, et il y en a d'autres de super, mais la Mutinerie résiste et tient depuis des années. Donc snap, c'est vraiment le repère des drag kings. C'est clair. Mais donc les règles effectivement seront pas les mêmes selon les endroits. Ça déjà c'est un premier truc. Et le fait justement, quand on est dans des endroits où le public lui-même est concerné, ça crée une atmosphère, ça crée quelque chose. Et c'est pour ça que, notamment, toi, tu le fais très souvent, Soa, mais d'autres personnes aussi le font, de dire que le drag de Drag Race, il faut aussi rencontrer, n'est pas une fin en soi, il faut rencontrer le public, il faut rencontrer le drag en local. On parle souvent de ça sous l'angle, il faut rencontrer des personnes qui ne sont pas passées par le Star System, qui sont près de chez vous. Mais il y a aussi une dimension, en fait, quand on va rencontrer le drag en local ou dans des espaces qui ne sont pas des zéniths, on va rencontrer le public aussi du drag. On va rencontrer les personnes qui partagent les mêmes problématiques que les artistes. Exactement. Et ça change énormément de choses, de faire l'expérience
d'une forme culturelle avec un public qui réagit dans sa chair, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est une partie de l'expérience en soi et de la valeur du drag, parce que le drag, ça vit vraiment par et pour le public. C'est un truc, un espèce d'échange de on se célèbre, nous célébrons. Enfin, tu célèbres l'article, nous célébrons. L'artiste, nous célébrons. Enfin voilà, tout le monde s'enjaille. Et c'est ça qui fait que c'est aussi, quand tout marche bien, que c'est aussi salvateur pour tout le monde qui conçoit de tous horizons. Donc, après, voilà, les barrières d'entrée dans les lieux, elles peuvent être multiples. Il y a des choses qui sont financières, il y a des choses qui sont effectivement culturelles. Là où on a des problèmes, c'est effectivement quand, mais pas que effectivement pour le drag, mais par exemple même des soirées de type techno ou house, quand on se retrouve à avoir effectivement un nouveau public qui vient, qui prend trop de place, qui ne respecte pas, effectivement qui ne s'intéresse pas au-delà. Et même dans des espaces comme Madame Arthur, comme le cabaret, il y a un enjeu où, bon, déjà, le modèle économique des endroits conditionne énormément de choses. Voilà, premier point. Let's go. 3 petits points. Mais surtout, après, c'est pas parce que, justement, les gens payent pour venir voir un spectacle et qu'ils savent à peu près ce qu'ils vont voir, que leur regard change vraiment. L'endroit intéressant dans l'endroit du spectacle, c'est à la fois on rencontre des personnes qui sont en position de puissance, ce que tu as très, très bien décrit au début, d'expression d'elle, de beauté, mais malgré tout, il y a des personnes qui sont touchées vraiment très sincèrement par ce qu'elles le voient, peut-être parfois elles comprennent pas tout, mais voilà. Des personnes qui vont juste voir quelque chose d'un peu beau qui les émeut, mais parce que dans leur compréhension, dans leur homophobie, transphobie internalisée, racisme, ne vont pas s'autoriser à être à l'aise avec cette émotion. On va tout de suite mettre à distance avec une forme d'exotisation, de fétichisation, qui après autorise tout un tas de gestes déplacés en fait. Et puis voilà, ce genre de comportement, c'est inadmissible, quels que soient les artistes. En revanche, ce qui est certain, c'est que les personnes minorisées sont surexposées parce qu'on respecte ce qu'on considère. Et quand on ne considère pas pleinement les gens, on se comporte n'importe comment, quoi. Et la nuit, en fait, est pour moi un endroit où les rapports de force... Alors, il y a des agressions à toute heure du jour et de la nuit, malheureusement. Mais je crois que dans la nuit, parce que c'est un terrain où, justement, il y a une certaine reconnaissance de l'excellence artistique des queers, il se joue quand même un truc un peu particulier. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent en être, mais qui ont peut-être un peu honte d'en être, et en même temps qui... qui vient, mais qui n'assume pas. Voilà. On les connaît, donc, qui déjà ramène de mauvaises vibes, vraiment. Avant même qu'il se passe quelque chose de répréhensible, c'est vraiment... On les voit un peu dès le début, de toute façon, ça c'est sûr. Ouais. Et en fait, il vaut mieux poser des questions ou admettre qu'on n'a pas envie d'être là, admettre qu'on est mal à l'aise et s'en aller, c'est vraiment mieux pour tout le monde. Mais donc, effectivement, dans la nuit, les rapports de force se voient, se retrouvent. Et pour moi, les artistes drag sont vraiment, encore une fois, à la frontière entre les mondes. Et c'est vraiment cette vocation d'interface qui peut être, franchement, je pense, des fois très éprouvante pour les artistes, selon les intentions manifestées. Et si je précise, normalement, je suis totalement d'accord avec toi, mais le drag, c'est pas... Je vais peut-être me faire taper sur les doigts quand je dis ça, mais le drag, c'est pas pour tout le monde, en vrai. Tu peux te lancer, tu peux te lancer, explorer le drag et tout, mais il faut avoir quand même une condition mentale pour te dire de la conscience de ce que tu fais sur scène. C'est assez ouf d'avoir cet espace-là, mais aussi la conscience du public. Parce que des fois, tu vas pas tomber sur un public people love, ils sont tous gentils, tout ça. Non, tu peux tomber des fois sur un public qui répond, mais il faut te rendre compte que, en fait, à partir du moment où tu es sur scène et que tu as cet espace, ce périmètre qui t'appartient, ce n'est pas le public qui doit te dominer, c'est toi, à la limite, qui domine le public, parce que c'est toi qui décides où tu veux les emmener. Donc, pour moi, il y a une conscience de se dire, le monde de la nuit aussi, de rentrer dans ce milieu-là, c'est pas... Est-ce que tu dirais qu'il faut une conscience politique dans le sens large du terme ? Bien sûr, obligé. Oui, politique, totalement. Ah oui. Ce que j'entends dans ton discours, effectivement, parce que dire le drag, c'est pas forcément pour tout le monde. On va dire au sein des publics LGBT, c'est quelque chose qui fait ressortir peut-être la tension entre le fait que il y a un intérêt pour les publics queer à s'initier au drag et à en faire pour soi, pour ses parcours, pour sa vie, et le fait que ce soit devenu, et que ça avait toujours été, mais que ce soit encore plus aujourd'hui valorisé comme une carrière artistique. En fait, aujourd'hui, l'enjeu, c'est que il y a des pratiques qui sont à échelle communautaire, à échelle collective, et c'est vraiment
très très précieux pour la vie de personnes qui parfois découvrent leur transidentité ou remettent en question des normes de genre ou voilà, soignent des traumatismes grâce au drag. Mais par contre, effectivement, ces pratiques peut-être presque thérapeutiques ou en tout cas collectives du drag, on les oublie un peu parfois parce que la figure de la star et de la carrière artistique prend énormément de place. Mais il est clair que effectivement, il y a un enjeu de tout le monde n'a pas une pratique artistique pour le même but. Ça, mais dans tous les champs artistiques. Et après, il y a un autre enjeu qui est la question de l'embouteillage. Et ça, c'est encore un autre sujet dans le sujet. C'est ça, parce qu'en fait, quand je dis que le drag n'est pas pour tout le monde, en fait, c'est un art qui est accessible. C'est comme le burlesque. C'est un art qui est accessible, que tu peux monter sur scène ou pas, faire des scènes ouvertes, etc., etc. À partir du moment où tu décides de te dire « Ah, je vais avoir une certaine somme, je veux gagner, entre guillemets, ma vie. » Pour ça, c'est là, à ce moment-là, que je dis que c'est pas pour tout le monde, parce que beaucoup de personnes veulent se lancer ou voient un artiste ou une artiste se disent « Ah, moi aussi, j'ai envie de me lancer dans le drag. » Si tu décides de te lancer dans le drag, c'est pour ça que je le précise, faut que tu aies conscience que il faut que tu sois multiple. Il ne faut pas que tu te réfères juste sur une seule et même vision, un seul et même carcan. Non, au contraire, il faut que tu aies envie de t'ouvrir, envie de découvrir. C'est là où je dis que c'est pas fait forcément pour tout le monde. Après, il y a plein de scènes, tu peux monter sur scène si tu veux. Mais je pense qu'il y a certaines scènes qui sont pas réservées, mais qui sont beaucoup plus ouvertes aussi pour ceux qui veulent littéralement en vivre et payer aussi leur loyer avec ça, quoi. C'est le tricks de ça aussi. Tu dis dans ton livre que la drag queen qui gagne le mieux gagne environ 3 000 € bruts par mois. Des estimations. Ouais. En revanche, effectivement, on a un peu plus, je pense. Non, et franchement, ça dépend du mois. Ça dépend du mois, en fait. C'est cyclique. Ça dépend du mois. Et surtout, moi, je ne suis pas que drag. Je ne me suis pas arrêté que à ça. Je fais d'autres choses. Le Drag Race m'a permis justement de réaliser certaines choses que je ne pouvais pas avoir peut-être accès avant. Mais non, je ne fais pas que ça. En vrai, je fais pas que des soirées drag, pas du tout, non. Et il y a aussi cette notion dont tu parles, Apolline, qui est le plafond rose. Ouais. C'est cette expression calquée sur le plafond de verre du sexisme. En gros, ça veut dire que les artistes qui font du drag peuvent avoir des opportunités dans la musique, le théâtre, etc., jusqu'à un certain stade. Ouais. Soa, est-ce que tu l'as vécu ça? Parce que tu dis que tu fais d'autres choses à côté, mais est-ce que tu te sens confrontée à ce plafond rose? Non. Non, parce que je refuse aussi de me dire que je suis passée par Drag Race, oui, mais je faisais déjà des choses avant, en fait. Donc, ce plafond, oui, il peut exister d'une certaine manière, mais en tout cas, pour moi, il ne va pas exister parce que je ne veux pas qu'il existe pour moi, ou en tout cas, je choisis aussi les endroits aussi où je veux travailler. Je suis réaliste aussi avec ce que moi j'ai envie de faire. C'est sûr que, bien sûr, je me suis lancé un peu dans la chanson, j'ai sorti un petit son parce que je me suis fait plaisir, j'ai bossé avec des amis, c'est trop cool, mais je fais autre chose à côté. J'essaie de travailler aussi un peu aussi avec des personnes queer, on essaie de se faire monter les uns les autres et justement de dépasser justement ce mur de verre, ce plafond de verre ou ce plafond rose qui est un peu aussi institutionnel, qui est déjà un peu été déjà créé même avant nous, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est soit en fait, après ça dépend ce que tu vas faire aussi de tout ça, ce que tu vas faire de ton drag. Parce que c'est sûr que si tu restes dans un carcan bien précis, c'est sûr que là oui, tu vas tomber sur le truc. Après je pense que l'idée c'est comment aussi tu peux faire autre chose, tellement pour prouver aussi que le drag il est vraiment multiple et qu'il n'a pas de règles. Mais malheureusement, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, en fait, oui, tu peux vite tomber sur ce truc-là. Oui, moi, c'est possible. Moi, non. Je pense que oui. Ça, vraiment, c'est la question de d'où est-ce qu'on veut s'inscrire, de où est-ce que les carrières veulent percer. Parce que, effectivement, beaucoup de personnes qui font Drag Race, après, peuvent vouloir poursuivre une carrière dans la musique ou dans l'acting. Or, être par exemple, tout simplement être une comédienne out aujourd'hui en France, c'est une galère sans nom. En plus, quand on est drag queen, c'est le fameux discours de Muriel Robin 2023, sur le plateau de Quelle époque, qui décourage, qui vraiment, c'est une vision quand même extrêmement pessimiste. Moi, c'est une séquence qui m'a beaucoup marquée, qui a marqué beaucoup de gens, de dire, il faut dire aux jeunes comédiens queer que ça ne sert à rien. Donc, pareil, encore une fois, quand on parlait du contexte, ça renseigne énormément sur dans quel contexte on a
a toutes ces discussions sur un divertissement issu des communautés LGBT. Et aux États-Unis, donc par contre, moi, le plafond rose, effectivement, moi, c'est une expression sur laquelle je suis tombée en poursuivant les recherches sur les États-Unis et le Royaume-Uni. Et par exemple, des artistes qui sont des superstars du drag et qui gagnent extrêmement bien leur vie, parce qu'il y en a d'autres en dehors de RuPaul. Par exemple, Trixie Mattel. Trixie Mattel, au niveau des attentes, disons de comment elle se place dans l'industrie de la musique, elle a quand même déjà dit que il y avait aucune reconnaissance et que malgré la qualité de ce qu'elle produisait, il y avait vraiment une forme de dédain et qu'elle se posait la question effectivement de continuer ou non dans cette voie. Je pense que c'est des raisons au fait effectivement qui sont structurelles. La pop proposée par des artistes drag, je pense qu'elle doit composer avec 1 milliard de paramètres dont on a parlé. Et je voulais revenir sur juste le volet économique, tout simplement parce que effectivement il y a une opacité quand même dans tout. Alors autour de Drag Race et d'une manière générale quand même, les chiffres c'est pas facile à avoir. Mais par exemple il y a un drag king qui s'appelle Art Mensonge qui a fait un mémoire sur les conditions économiques du drag. Alors lui est drag king, donc il a eu beaucoup de réponses de drag king, 170 personnes avec quand même une grosse portion de king dans ses réponses. Et ça permet de montrer à quel point aujourd'hui le drag reste une pratique précaire. Parce qu'effectivement, on a cité 3000 environ en moyenne pour les queens les mieux payées de France. Le king le mieux payé de France, ça va être 1 000 euros par mois, qu'il arrive à tirer uniquement de son activité du drag ou dérivé. Ça donne déjà un peu un ordre de grandeur. Et donc, dans l'enquête d'Art Mensonge, on a 89% des répondants. Déjà, ce que son enquête établit, c'est que le drag en tant qu'univers artistique est un monde jeune. Sur ces quasi 200 personnes interviewées, tu as 80% de ces personnes qui font du drag depuis 2 ans, avec des niveaux de professionnalisme très différents, parce que c'est difficile aussi de persister, en fait, tout simplement. Et c'est pas grave, c'est bien parfois quand c'est des parenthèses et stade de la vie. On a 90% de ces personnes qui vivent d'autres choses que du drag, avec la moitié qui touche autour de moins de 1 500 euros net par mois, et pire, 1/3 qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc, ça renseigne sur aujourd'hui qui pratique le drag justement en dehors du star system, quelles sont les réalités économiques, cette double marginalité d'être queer et artiste, et qui va avec aussi une précarité économique. En tout cas, justement pour les personnes qui rencontreraient du drag dans différents contextes, faut se représenter ce qui sont les personnes qui font du drag, combien après ça leur coûte, parce qu'effectivement on évoquait une perruque, une palette de maquillage, on arrive vite à 200 euros pour composer une tenue low cost, en version très très low cost. En version extrêmement low cost. Voilà. Il y a plus de détails dans le livre. Voilà, on arrive vite à un ticket de 200 euros minimal, voilà, on va le dire comme ça. Quand on voit une personne en drag, il faut se rendre compte des efforts, de ce que ça demande, et donc aussi apprécier ça, parce que c'est tout ce que ça demande d'investissement de soi, mais d'investissement aussi très très concret, matériel, quoi. Merci Apolline Bazin pour ta présence sur ce plateau. Merci Soa. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode de On s'autorise à penser. Cette émission et toutes les autres sont à retrouver sur la chaîne YouTube du Média ou sur la télé, canal 165 sur votre Freebox et 235 sur votre télé Orange. Bonne journée sur le Média et je vous laisse avec la suite de nos programmes.